La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket. Pour animer cette quotidienne FM NBA, c'est le moment de replonger une fois de plus dans l'enfer des playoffs NBA, comme à notre habitude. L'NBA qui nous a encore une fois de plus animé l'esprit avec son florilège de déception et de surprise. C'est comme ça que ça se passe dans les playoffs NBA, ces playoffs qui nous font vibrer en ce moment. On va notamment revenir sur le match des Raptors de Toronto, le Game 5. Qui a donc opposé les Raptors de Toronto aux Celtics de Boston. On n'oublie pas aussi les Clippers de Los Angeles face aux Nuggets de Denver. Mais avant les amis, on va enchaîner avec quelques news. Commençons par aller du côté de la Free Agency NBA pour se poser la question à savoir quels sont les joueurs qui possèdent une player option. On rappelle qu'à l'heure actuelle, l'ouverture de la Free Agency est prévue le 18 octobre à 18h heure US. Mais il est fort possible qu'elle soit repoussée avant le début du marché. Pas mal de joueurs vont avoir une décision à prendre concernant leur player option, concernant la player option de leur contrat, situé dans leur contrat. Le premier qui doit prendre une décision, c'est le français Nicolas Batum. Ce sera le 6 octobre. On rappelle que c'est le joueur, parce que pour préciser, comment est-ce qu'on explique comment est-ce qu'on vous permet de comprendre cette option, cette player option. On rappelle que c'est le joueur qui décide ou non d'activer son option pour la saison prochaine. Il active son option, il sera sous contrat la saison prochaine avec son équipe actuelle, et s'il n'active pas son option, il devient free agent il devient free agent et il quitte donc la franchise pour aller vers de nouveaux horizons. Voilà un peu pour préciser un peu ce qu'est la player option. Cette année, avec la situation financière de la NBA, le cap n'augmentera sans doute pas et beaucoup de joueurs devraient donc sans doute décider d'activer leur player options. Donc vous aurez compris, précisé principalement. Lorsqu'on vous dit que le cap n'augmentera pas, on parle de la masse salariale, c'est-à-dire la possibilité qu'auront les franchises NBA à offrir des contrats plus importants. Si la masse, le potentiel des franchises NBA, la possibilité qu'ils ont d'offrir de meilleurs salaires aux joueurs ne sont pas importants, les joueurs ont la décidé de quitter ou non les franchises à ce moment-là. Mais ce n'est pas tous les joueurs qui disposent de cette player option. C'est du cas par cas. Je vais vous donner la liste de ces joueurs qui sont concernés par cette player option. On va parler de Mike Conley du Jazz d'Utah. Mike Conley qui décide donc qu'il y a une player option. Donc je prends juste le cas du Jazz d'Utah. Le cas du Jazz d'Utah, Mike Conley décide de ne pas activer sa player option. Il quitte le Jazz et dans quelle mesure il n'activerait pas sa player option, peut-être s'il est déçu de la proposition du Jazz à son encontre. Mike Conley qui dispose d'une player option, Gordon Hayward, Anthony Davis, Andre Drummond, Otto Porter Jr., DeMar DeRozan, Nicolas Batum, Tim Hardaway Jr., Evan Fournier, James Johnson, Kelly Olynyk, Tony Snell, Jeremy Grant, Kentavious Caldwell Pope, Jabari Parker, Rodney Hood, Enes Kanter, Robin Lopez, Avery Bradley, Jamalika Green, Javale McGee, Stanley Johnson, Rajon Rondo, etc. Donc, nombreux pelletés de joueurs comme ça qui vont devoir prendre cette décision stratégique pour donc activer leur player options afin de rester dans leur franchise ou alors décider de ne pas l'activer afin de s'en aller. On va aller du côté de l'Europe pour reprendre des nouvelles d'un joueur qui aurait pu réussir une grande carrière NBA, qui est toujours sous le feu des projecteurs des médias. Il s'agit de Jimmy Fredette. Jimmy Fredette qui évolue donc dans le championnat grec
et qui va probablement retourner en Chine. C'est avec ses enfants que Jimmy Fredette a donc annoncé qu'il allait continuer son aventure en Chine, même s'il a été aperçu sous les couleurs du Panathinaikos, ce club grec l'an dernier, mais c'est bien du côté de la Chine, dans le maillot des Shanghai Sharks, que Jimmy Fredette s'éclate le plus en 3 saisons là-bas. Jimmy Fredette a été MVP en 2017, meilleur scoreur, multiple All-Star, il tourne à plus de 37 points de moyenne. Même si le niveau n'est pas le même en Chine, cela reste bien mieux que ses 6 points de moyenne en carrière en NBA, ça c'est sûr. Jimmy Fredette semble enfin prendre un vrai plaisir à jouer au basket et on ne peut que s'en réjouir pour lui. On voit Jimmy Fredette, voilà, on n'oublie pas de préciser que du côté de la Chine, il doit certainement avoir un très très gros contrat aussi qui lui permet de mettre à l'aise lui et sa famille. On ne peut lui souhaiter que le meilleur pour ce joueur pétri de talent, Jimmy Fredette, pour ceux qui s'en souviennent. Quel joueur, hein. En tout cas, les espoirs portés en lui au niveau de son adresse étaient énormes. Jimmy Fredette qui a, après une carrière très très courte en NBA, depuis est du côté de la Chine, et donc il était du côté de l'Europe, hein. Il a joué un petit peu avec le Panathinaikos, mais voilà, ça, il préfère légèrement rester en Chine. On enchaîne les amis avec cette information concernant LeBron James des Lakers de Los Angeles qui a donc diffusé cette info concernant sa décision, hein, de ne pas réunir toute sa famille du côté d'Orlando. Vous savez, hein, on vous l'avait précisé, les joueurs ont donc l'autorisation pendant les playoffs de faire venir leur famille. Je reviens sur la précision concernant les arbitres. Les arbitres, eux, ont le droit de faire venir une seule personne de leur entourage et les coachs, eux, n'ont aucun droit dans ce sens. On n'a toujours pas eu de retour ensuite à la grosse gueulante, hein, du head coach des Nuggets concernant ce manque concernant les head coachs. Concernant LeBron James qui, contrairement à d'autres comme par exemple George Hill, encouragé dimanche soir par sa fille derrière les panneaux, LeBron James avait décidé de ne pas faire venir ses enfants à Orlando. Pourtant, il lui manque, mais il a préféré qu'il reste à Los Angeles. Et seule sa femme, Savannah, l'a donc rejoint à Orlando. Il a déclaré dans la presse, il n'y a rien à faire pour eux ici. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai un qui a 16 ans, il va faire quoi ici? J'en ai un de 13 ans et qu'est-ce qu'il va faire? Ma fille de 5 ans, il n'y a rien à faire pour elle. Le parc n'est même pas ouvert. À Los Angeles, ils s'ennuieront certainement beaucoup moins. LeBron James qui a rajouté, mes enfants sont trop aventuriers, ils aiment aller partout, ils font plein de choses et ça n'a pas de sens de les faire venir ici. Il n'y a rien à faire, on va dehors, on rentre, on va dehors, on rentre. Du côté d'Orlando, donc ils vont facilement s'ennuyer. Ils peuvent rester à Los Angeles, ils sont très bien là-bas. Il n'y a littéralement rien à faire ici, soyons francs. Ce n'est pas véritablement un endroit pour les enfants. Voilà, donc on va enchaîner avec la suite autre chose. C'est terminé pour les quelques news. Je voulais aussi partager avec vous cette information concernant Patrick Beverley. C'est du côté des Clippers de Los Angeles. Beverley qui a chopé une amende. Ça aussi, je peux la partager quand même, hein. Il y a un peu de temps, on peut le faire. Allez, Patrick Beverley, lors du dernier match des Clippers face aux Nuggets. Patrick Beverley qui a été mis à l'amende pour avoir insulté un arbitre. Il a écopé de $25,000 d'amende. On le sait, c'est le plus gros aboyeur de la bulle. Et Patrick Beverley s'en est carrément pris un arbitre dans le Game 2. Il s'en était pris un arbitre dans le Game 2 face aux Nuggets. Et comme souvent, c'était de la frustration. Il s'est lâché dans son vocabulaire au point de récolter 2 techniques synonymes d'expulsion. Il écope donc d'une amende de $25,000 pour injure verbale. Et c'est toujours $10 de moins, on le rappelle, que Marcus Morris qui a été sanctionné pour les fautes réalisées sur Luka Doncic. Voilà, $25,000 d'amende pour quelques insultes envoyées par Patrick Beverley. Allez, voilà, c'est terminé pour cette partie-là. News, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
basketball, c'est mieux à la radio. Gordon Hayward. Boston has played well without one of their stars. They are 6-2. Stan, with every game, this feels more and more like a defensive grind between these two of the better defensive teams. That first three ball. Well, as we said, the threes have really determined the series, and Jaylen Brown coming off 2 for 30 in the 2 losses. That feels good for him and for them. This all comes. Boston's three-point shooting has gotten worse with each progressive game. Ouais les amis, on enchaîne avec ce Game 5. C'est du côté de cette rencontre qui a donc opposé les Raptors de Toronto aux Celtics de Boston. Et je vous l'avais précisé en début d'émission, on va pleurer et on va se réjouir en tout cas des certitudes et des incertitudes, de la tristesse et de la surprise. On va commencer par la tristesse les amis avec ce Game 5. Avec ces Raptors de Toronto qui nous ont une fois de plus déçus dans cette rencontre face aux Celtics de Boston, une fois de plus dominateurs dans ce game. On va résumer ça très rapidement, on va pas passer 3 heures dessus. Les Celtics qui se sont vite éloignés dans ce match 18-5 et l'écart n'a ensuite fait que s'aggraver. Un 23-7 a permis aux hommes de Brad Stevens de porter le score à 37-25, puis 60-32 en fin de première mi-temps. À 5 sur 6, juste avant ce run, les Raptors qui chutaient à 38% ont raté 11 de leurs 13 shoots suivants. Même leur 28-25 dans le troisième quart-temps, puisque c'est uniquement dans le troisième quart-temps qu'ils ont véritablement tenté de relever la tête. Ce troisième quart-temps qui n'a rien changé au score final. 87-63 en faveur des Celtics à ce moment du match. Les Raptors bien en dessous de ce qu'on attendait d'eux dans ce Game 5 avec un Fred VanVleet qui a terminé meilleur marqueur de Toronto avec 18 points. Les Raptors qui ont compté jusqu'à 30 points de retard dans ce match. Norman Powell a terminé le game avec 16 points. Kyle Lowry et Pascal Siakam, écoutez les amis, 10 points chacun seulement sur les 18 premières possessions. Sur les 18 premières possessions du match, leur équipe a perdu 5 ballons et n'a inscrit que 5 points. Ils étaient à 2 sur 15. Les Celtics qui n'ont jamais été menés une seule fois dans ce match l'ont donc emporté sur un score de 111-89 face à des Raptors bien en deçà de ce que l'on attendait d'eux. Les Celtics qui mènent désormais 3-2 dans la série et qui pourraient donc se qualifier pour les finales mercredi en cas de victoire. C'est bien Jaylen Brown du côté des Celtics de Boston qui a montré la voie en attaque avec 27 points, 10 sur 18 au tir, 6 rebonds. Kemba Walker a ajouté 21 points, 8 sur 15 au tir, 4 rebonds et 7 passes. Jason Tatum, 18 points. Daniel Chase et Brad Wanamaker, 15 points chacun. Les titulaires des Celtics ont dominé leurs homologues des Raptors. Du côté des Raptors, 93-45, score final 111-89. On est extrêmement déçus, très très déçus. On va passer à l'analyse à la fin de ce talk show, en tout cas au niveau dans la partie résumé. On va enchaîner les amis avec le match suivant. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec ce deuxième match, les Clippers de Los Angeles face aux Nuggets de Denver dans ce Game 3. Les amis, tout simplement les Clippers qui ont une fois de plus démontré leur supériorité dans ce match. On rappelle qu'ils étaient menés jusqu'à 12 points dans ce Game 3 face aux Nuggets. Ils avaient un retard de 7 points à 8 minutes de la fin, mais ils ont été clutch pour l'emporter avec un énorme Paul George, 32 points à 12 sur 18 au tir, 5 sur 7 à 3 points, 4 rebonds et 4 passes. Et Kawhi Leonard, 23 points, 14 rebonds, 6 passes.
donc 2 contres, mais sur ces 2 contres, il y a un contre, les amis, de Miracle Finger de Kawhi Leonard, les amis, un contre énorme sur Jamal Murray en fin de match qui a maintenu l'écart face aux Nuggets de Denver. Les Clippers qui sont passés devant 104 à 101 pour ne plus jamais lâcher l'avantage et pour s'imposer sur un score de 113 à 107. On va rappeler que c'est Lou Williams des Clippers qui a scellé le score du game avec un lay-up à 29-19 dans le 4e quart-temps. Un lay-up qui a donné 6 points d'avance aux Clippers à 2 minutes 4 de la fin du match. En face, Nikola Jokic, incertain à cause d'une douleur au poignet droit, a fait souffrir Jamal Green, Ivica Zubac et Montrezl Harrell puisqu'il a terminé le match avec 32 points. Il était à 12 sur 24 au tir, 12 rebonds et 8 passes. Il a aussi perdu 7 ballons sur les 12 ballons de son équipe, donc c'est lui qui a perdu le plus de ballons quand même. Michael Porter Jr. a signé 18 points pour les Nuggets de Denver alors que Jamal Murray a été maintenu à 14 points, 5 sur 17 au tir. C'est donc dans le 2e quart-temps que les Nuggets ont enregistré le plus gros écart en leur faveur. Ils étaient à plus 12 à 3 minutes 34 de la mi-temps avant un 12-2 réussi par les Clippers, 54,7% au tir, 20 points marqués sur lancer franc contre seulement 8 points marqués pour les Nuggets de Denver et qui les a ramenés à 59-57 à la pause. Les Clippers qui ont mené 1-0 dans la série reprennent donc l'avantage à 2-1 avant le Game 4. Ce sera donc mercredi. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on arrive à la fin de ce talk show. Je vous l'avais dit, on va analyser bien entendu ces rencontres du côté de la bulle. Mais avant, on va passer en zone d'interview. On va écouter Pascal Siakam qui s'exprime sur ce match catastrophe. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'appelle. Ça c'est mon analyse personnelle. Vous pouvez j'espère que, en tout cas, je sais pas comment vous le prendrez. Pour moi, c'est véritablement un match catastrophe et j'ai bien envie d'entendre comme vous les déclarations de Pascal Siakam. On l'écoute, Pascal Siakam, en zone d'interview du côté d'Orlando pour les Raptors de Toronto. On écoute Pascal Siakam. Third quarter. I know some of that's playing hard, trying to get the comeback, but was there a little bit of frustration to that for you with the way things were going? Yeah, for sure. I mean, obviously you don't want to pick up a foul like that, but it is what it is. As you guys try to... Beaucoup de frustration de la part de Pascal Siakam. Il dit voilà, on est très très frustré, mais bon, ça s'est passé comme ça. On continue d'écouter Pascal Siakam. Reflect here before Wednesday. How much do you think the example from the time between games 2 and 3 can kind of help you guys? The fact that you kind of came back from your backs against the wall once already. I mean, at the end of the day, we got to play better. They came out with way more intensity than we did, and yeah, we can't come out like that. Ils ont montré plus d'énergie que nous, on doit être meilleur que ça, on doit mieux jouer. Voilà un peu comment précise Pascal Siakam. Il est pas très expressif, très très énervé le Camerounais après ce mauvais match face aux Celtics de Boston. On continue de suivre la suite de cette interview. Alors, c'est vrai que le son il est pas terrible dans la bulle, je vous avais déjà précisé cela. Il est pas terrible dans le son, mais on va quand même tenter de suivre. Shot attempt. So I was wondering, was that more what Boston was doing to kind of take you out of the game, or was that or do you just feel like you need to be a little more aggressive there? I just felt like we didn't really catch a rhythm throughout the whole first half, and they had a lot of easy stuff, and we didn't on the other end we didn't really execute as well. But we can't have hands like that. Dans le premier quart-temps, on n'a pas pu imposer notre jeu, on n'a pas pu mettre en place les systèmes qui nous auraient permis de rester dans ce match. Next we'll go to Mike from Legs Press Toronto. Go ahead, Mike. Bonsoir Pascal, juste
juste une seule question ce soir. Comment analyses-tu ce match pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu beaucoup plus d'intensité que nous au début du match. Et pendant les premières minutes du match, on ne peut pas être un point de retard, on peut avoir un point de retard. Donc ils sont sortis avec beaucoup d'intensité, on n'a pas pu maximiser notre intensité, donc c'était ça vraiment. Pascal Siakam très très énervé, vous l'avez entendu. Dernière question en français de notre partenaire Radio Off Basket, Mike Laviole, pour l'Express Canada, qui posait donc cette dernière question sur son ressenti sur ce match. Et Pascal Siakam qui quand il est énervé, il parle pas beaucoup, hein. Il est donc, vous l'avez compris, très très énervé. On le comprend, le Camerounais Pascal Siakam, et véritablement on se pose nous aussi des questions, même si nous avons quelques certitudes concernant ce match, des Raptors de Toronto face aux Celtics de Boston. Alors il y a moi, je vous livre mon analyse à chaud. Bien entendu, vous aurez une analyse de Mike Laviole lui-même de l'Express Canada sur les détails de ce Game 5. Vous aurez un retour plus long dans les versions longues de l'analyse de ces playoffs avec les partenaires Radio Off Basket dans les versions longues, que ce soit dans The Big NBA Show, alors NBA No Limit, on diffusera ça cette semaine. C'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas pu être présent pour les versions longues compte tenu de l'actualité, mais cette semaine, on va s'appuyer pour avoir des analyses beaucoup plus en profondeur comme on a l'habitude de le faire. Revenons donc dans ce Game 5 qui, pour moi, est la manifestation une fois de plus de la domination des Celtics de Boston sur les Raptors de Toronto. Je l'avais déjà indiqué lors de mes dernières analyses, en précisant que pour moi, il était clair que les Raptors n'avaient pas le niveau non pas le niveau face aux Celtics de Boston. On va pas se jeter. C'est pas quelque chose que je dis pour aller à l'encontre c'est pas quelque chose que je dis pour jeter l'opprobre, l'eau sale sur les Raptors. J'essaye d'être le plus objectif possible pour les fans des Raptors et pour ceux qui ont l'œil averti. Moi, je suis premier fan des Raptors de Toronto, premier fan de notre cher compatriote Pascal Siakam, mais force est de constater, il faut dire les choses telles qu'elles sont, les Celtics de Boston sont clairement dominateurs dans cette série. Les Raptors de Toronto n'ont pas le niveau et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de battre les Celtics, bien entendu. Il y a encore un match à jouer mercredi. Les Raptors qui peuvent égaliser une fois de plus dans cette série. Le score était à 2 partout. Cette fois, nous sommes à 3 à 2. Une fois de plus, si les Raptors gagnent le Game 4, le Game 6, nous serons à 3 partout et il y aura un Game 7. Donc, mais clairement, au niveau de jeu, comparativement parlant, on va dire ça comme ça, si on me pose la question de savoir est-ce que les Raptors et le niveau des Raptors le niveau des Raptors de Toronto face au niveau des Celtics de Boston, globalement, est-ce que les Raptors sont égaux aux Celtics de Boston? Je vous dirais franchement non. C'est un peu comme la série qui a opposé les Rockets de Houston au Thunder d'Oklahoma City. Lorsqu'on a déroulé cette série, je vous l'avais dit, cette série va aller à un Game 7. Mais je vous avais aussi dit que moi, je vois les Rockets sortir de là. Je vois clairement les Rockets sortir de cette série. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pour tous ceux qui observaient cette série. Ça aurait été une grosse surprise de voir le Thunder l'emporter. Donc clairement, c'est pas parce que une série va à un Game 7 qu'il n'y a pas de favori. Il y a toujours une équipe qui est beaucoup plus dominatrice que l'autre. Dans cette série qui nous concerne, celle qui oppose les Celtics aux Raptors, pour moi, c'est clairement les Celtics qui sont au-dessus. Ils l'ont encore prouvé dans ce Game 5 avec une domination claire du 5 majeur des Celtics de Boston sur les Raptors de Toronto, plus 22 pour Daniel Theis à l'intérieur, les amis, avec 15 points, 8 rebonds, 1 passe et 2 comptes. Daniel Theis qui a bien maîtrisé les débats à l'intérieur in the paint,
Kemba Walker, plus 23 avec 21 points. Marcus Smart, plus 25 les amis, avec 12 points. Jaylen Brown, 27 points, meilleur marqueur des Celtics de Boston pour plus 19. Et 18 points pour Jason Tatum, plus 12 avec 10 rebonds, 4 passes, une interception et un contre. Les Celtics de Boston qui n'ont pas véritablement fait jouer leur remplaçant, sauf Brian Wanamaker qui a eu 28 minutes de temps de jeu, qui était là avec plus 13, avec 15 points. Les Celtics sont venus avec une idée simple. Ils vont défendre à fond. Ils vont empêcher les Raptors de s'exprimer, ils vont les user mentalement et ils vont les empêcher de mettre en place leur plan de jeu, et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque regardez le résultat du 5 majeur simplement des Raptors de Toronto. On rappelle que Nick Nurse a cette particularité de ne pas de ne pas trop faire jouer ses remplaçants, même si dans ce match il a un peu changé son fusil d'épaule, puisque Norman Powell notamment a eu 31 minutes de temps de jeu à 6 sur 15 au tir, 4 sur 11 à 3 points pour Norman Powell pour moins 10 avec 16 points. Thomas a eu 19 minutes de temps de jeu en sortie de banc pour plus 5 avec 10 points. Terrence Davis a eu 12 minutes. Chris Boucher a eu 12 minutes. Serge Ibaka a eu 19 minutes. Serge Ibaka, lui aussi, on a vu une grosse frustration de Serge Ibaka qui, en fin de match, s'exprimait face à Kyle Lowry. On a les images qu'on a diffusées sur les ondes de Radio Hall of Fame Basket. Vous pouvez le voir. Serge Ibaka assez très déçu par cette fin de match. Serge Ibaka en 19 minutes de temps de jeu. Il a eu que 7 points, 4 rebonds et plus 0. Du côté des titulaires, c'est tout simplement la catastrophe. La catastrophe, les amis, avec celui qui est considéré comme le meilleur défenseur des Raptors de Toronto, OG Anunoby, tout simplement moins 26 les amis pour 7 points, moins 25 pour Pascal Siakam, le Camerounais, pour 10 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, moins 14 pour Marc Gasol, moins 23 pour Kyle Lowry et moins 14 pour Fred VanVleet avec 18 points. Personne n'a atteint les 20 points dans ce match. Les Celtics qui étaient véritablement en mode, je ne veux pas dire qu'ils étaient en mode bad boys, mais ils étaient en mode defense. C'était le mot d'ordre de Brad Stevens et ça a marché. Les amis, 14 ballons perdus par les Raptors de Toronto contre 13 pour les Celtics de Boston. 48 points marqués in the paint par les Celtics de Boston. Beaucoup de pénétration, beaucoup de jeux au poste qui ont porté leurs fruits. 48 points marqués à l'intérieur contre 32. Très peu de fautes, enfin assez peu de fautes, en tout cas moins de fautes du côté des Celtics avec 19 fautes contre 24 du côté des Raptors. Des Celtics qui ont posé le ballon, des Raptors qui ont fait plus de contre-attaque avec 18 points scorés en contre-attaque. Et des Celtics plus amenés, plus concentrés sur leur jeu avec 23 passes décisives contre 19 passes décisives de la part des Raptors de Toronto. Clairement, les Celtics étaient au-dessus. Ce score est sans appel, 111 à 99. Alors, vous avez entendu Pascal Siakam, l'énergie, c'est le mot clé chez Pascal Siakam. Je pense que pour lui, c'est un déclencheur. Quand il n'y a pas suffisamment d'énergie sur le plan collectif, je pense que au niveau collectif, en tout cas, il le dit régulièrement, il l'a dit, vous l'avez entendu, on n'a pas eu la même énergie que lors du match précédent, et les Celtics nous ont empêché de mettre en place notre jeu. Alors cette débauche d'énergie dont il a forcément besoin, je pense que c'est aussi une volonté de la part de Nick Nurse de ne pas véritablement changer son plan de jeu, en tout cas changer un petit peu sa façon de voir la façon dont il donne des minutes à ses joueurs. Je pense qu'il aurait pu décider de bousculer un peu les choses. Moi, je pose toujours la question, pourquoi Serge Ibaka n'est pas titulaire dans cette équipe? Je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Pourquoi Serge Ibaka est remplaçant dans cette équipe? Pourquoi est-ce que Marc Gasol, pourquoi les systèmes ne permettent pas à Marc Gasol de jouer sur ses forces?
Marc Gasol n'est pas un scoreur. Marc Gasol est un défenseur. C'est Marc Gasol qui devait, normalement, de mon point de vue, jouer en sortie de banc. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Nick Nurse a pris ce parti de laisser Serge Ibaka sur le banc, et ce, depuis l'intégralité de ces playoffs. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ne pas laisser Chris Boucher dévorer ses adversaires en défense? Chris Boucher, c'est un énorme défenseur. Pourquoi ne pas le mettre en duo avec OG Anunoby pendant quelques minutes pour brouiller un petit peu, pour fatiguer ses ailiers, pour fatiguer Jaylen Brown et Jason Tatum? Pourquoi ne pas user, pourquoi ne pas mettre en place des systèmes pour user leurs adversaires? Ça n'a pas été le cas. Comment ça se fait que l'option numéro 1 des Raptors de Toronto n'arrive pas à dépasser les 20 points par match en 4 matchs? Ça n'a pas de sens. Je parle de notre cher compatriote Pascal Siakam. Comment est-ce que ça se fait que Pascal Siakam n'arrive pas à atteindre les 20 points en 4 matchs? Ça n'a pas de sens. Alors moi j'entends beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses sur les tirs, j'entends beaucoup de choses sur l'énergie, j'entends beaucoup de choses sur la prise de risque au niveau des shoots. Je prends le cas de Pascal Siakam précisément, où il dit par exemple que où il avait dit lors du match précédent, il a dit: je vais continuer à jouer comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais continuer je vais pas changer mon jeu. Voilà, c'est un peu ce qu'il disait. Alors moi quand j'entends ça, j'ai envie de reprendre à Pascal Siakam: on ne te demande pas de changer ton jeu. On ne te demande pas de changer ton jeu, on te demande d'être beaucoup plus constant dans ton obligation en tant qu'option numéro 1. Alors j'entends beaucoup d'avis sur le fait qu'il prend pas assez de tirs, ou qu'il devrait prendre suffisamment de tirs. Mais il n'y a pas que les tirs. Il n'y a pas que les tirs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de système qui permette à Pascal Siakam de pénétrer? La grosse force de Pascal Siakam, ça n'a jamais été les tirs. La grosse force de Pascal Siakam a toujours été les pénétrations et les post-up. Moi, c'est quelque chose sur lequel c'est vrai, je passe 10 minutes là sur le cas pour parler des Raptors. C'est parce que je suis énormément déçu. La grosse force de Pascal Siakam l'année dernière, ça n'a pas été les tirs. Pascal Siakam, ce n'est pas Stephen Curry. Pascal Siakam, ce n'est pas Jason Tatum. Ça n'a jamais été sa force. La force de Pascal Siakam a toujours été sa capacité à pénétrer, sa capacité à provoquer les fautes, sa capacité à jouer en post-up, sa capacité à jouer sur ses fautes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de système permettant à Pascal Siakam de jouer sur ses forces? C'est les questions que je pose à Nick Nurse. Pourquoi est-ce que l'option numéro 1 ne joue pas sur ses forces? Sa force, ce n'est pas le tir. Alors quand je lis sur Twitter les réactions en disant il va continuer à prendre ses tirs, il a besoin de prendre ses tirs, il a besoin de ceci, il a besoin de cela, je dis non. Pascal Siakam n'est pas un tireur. C'est la même chose quand on parle de Joel Embiid. Joel Embiid n'est pas un tireur. Joel Embiid, c'est un pivot. Joel Embiid ne peut pas exploser à la face du monde. Il ne peut pas avoir le meilleur basket en shootant à 3 points. On a demandé à Joel Embiid de jouer pivot et c'est ce qu'il a fait. Et il a répondu aux attentes sur le plan personnel, sur le plan individuel, avec plus de 23 points en moyenne. Même si on sait que les Sixers par la suite se sont fait sweeper. Mais sur le plan individuel, on peut pas reprocher à Joel Embiid d'avoir joué son meilleur basket parce qu'il a joué sur ses forces. C'est la même chose concernant Pascal Siakam. Il doit jouer sur ses forces. Sa force, c'est la pénétration. Sa force, c'est le post-up. Alors, je ne dis pas qu'il ne doit pas shooter. Mais lorsqu'on est dans le feu de l'action, lorsqu'on a besoin d'énergie, je parle pour tous ceux qui ont joué un minimum au basket, je ne parle pas pour moi, je ne vais pas parler de ma vie ici, mais lorsqu'on a joué un minimum pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui savent ce dont on a besoin pour avoir de l'énergie, lorsqu'on est dans le feu de l'action, la première chose qu'on fait, c'est qu'on a d'abord une volonté de bien défendre. La deuxième chose que l'on fait, c'est qu'on a la volonté de jouer sur nos forces en attaque, que ce soit en shoot quand on est fort en shoot, ou que ce soit en pénétration lorsqu'on est fort en pénétration. Quand on commence à prendre 2, 3, 4, 5 tirs et que ça rentre pas, on pénètre. On demande des écrans. On demande des écrans et on pénètre. Écran, pénétration, sortie de ballon, post-up. Voilà comment on réagit pour essayer d'avoir de la confiance, de gagner de la confiance en attaque. Et c'est pas ce que j'ai vu.
Trop d'hésitation de la part de l'option numéro 1 des Raptors de Toronto. 29 minutes de temps de jeu pour 0 sur 2 à 3 points, 5 sur 9 au tir. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal de voir ça. Une option numéro 1 n'a pas le droit d'avoir ce niveau de jeu en playoff. Quand on compare le Pascal Siakam de cette année et le Pascal Siakam de l'année dernière, c'est la catastrophe. Pascal Siakam ne tourne pas à 20 points en moyenne. Ce n'est pas normal. Alors vous me direz, oui, c'est une option collective, c'est un jeu collectif. Oui, c'est un jeu collectif. Oui, Kyle Lowry pour moi est dans le top 3 dans le top 2 même des meilleurs joueurs des Raptors en ce moment. Kyle Lowry n'a pas pu être aussi efficace qu'il l'aurait eu. Mais j'avais d'abord envie de pointer du doigt cette option, ce problème d'option numéro 1 mise en place par Nick Nurse. Pour moi, c'est un gros problème et j'ai véritablement envie de poser la question. J'ai cette phrase qui me vient à l'esprit. Un seul être vous manque et tout est foutu. Je pense tout simplement à Kawhi Leonard. Vous l'aurez compris, je pense à Kawhi Leonard. Ah oui, pourquoi ne pas penser à Kawhi Leonard? Pourquoi ne pas penser à lui? Lorsqu'on voit les Raptors l'année dernière, Kawhi Leonard, il jouait pas tous les matchs, mais il avait un impact dans cette équipe. De la même manière qu'on avait un Jimmy Butler qui avait un impact du côté des Sixers de Philadelphie. Jimmy Butler parti au Heat, Kawhi Leonard parti aux Clippers, on voit les résultats aujourd'hui. Donc, on va se poser la question véritablement lors de nos prochaines éditions longues sur Radio Hall of Fame Basket. Mais vous l'aurez compris, j'avais une petite gueulante à lâcher là dans cette fin de talk show. Alors, vous pourrez réagir, hein, bien entendu, vous pouvez réagir. N'hésitez pas à réagir, à nous envoyer vos réactions, que ce soit en voice message, que ce soit en message privé. On n'hésitera pas à les publier, à les partager lors de nos prochaines éditions ou alors lors de nos prochains débats, puisqu'on a des éditions, on va en parler, hein. Il faut qu'on en parle, notamment on est mardi. Je crois que on va voir au niveau de la disponibilité de nos partenaires si on peut lâcher un big NBA show sur les playoffs et faire le point sur les Raptors de Toronto. Voilà les amis, on va enchaîner avec le deuxième match. Les amis, on va parler donc des Clippers de Los Angeles face aux Nuggets de Denver. La logique est respectée, hein. 113 à 107. On s'est jamais fait de faux espoirs concernant ce duel opposant les Clippers de Los Angeles face aux Nuggets de Denver. Pour moi, les Clippers vont passer. Il n'y a pas de débat là-dessus, même si je sais que les Nuggets peuvent accrocher un ou deux matchs. Je n'ai jamais pensé que les Nuggets pourront véritablement faire le poids face aux Clippers. Et ça s'est encore vu dans ce Game 3, 113 pour les Clippers, 107 pour les Nuggets de Denver, 42 minutes pour Kawhi Leonard avec 23 points pour 9 sur 19 au tir, 1 sur 6 à 3 points, 14 rebonds. Et le block Magic Finger, c'est comme ça que je l'appelle, ce contre sur Jamal Murray qui a maintenu l'avance de son équipe. Et gros match aussi de Paul George, 32 points dans ce match pour 40 minutes, 5 sur 7 à 3 points, 12 sur 18 au tir. Il était en meilleure forme, Paul George, pour dominer les Nuggets de Denver de notre cher Jamal Murray qui a terminé le game avec 14 points. Il est loin, hein, le Jamal Murray, il est très très loin, le Jamal Murray de la série face au Jazz avec 50 points, 40 points par match et tout ça. Il est très très loin. Il faut l'oublier dans cette série parce que Paul George et Kawhi Leonard ne lui permettront tout simplement pas de s'exprimer à ce niveau de jeu. 113 à 107 dans ce match. On attend la suite. Je pense que véritablement les Clippers pourront enchaîner avec une troisième victoire. En tout cas, pour moi, les Clippers sont favoris. Sauf si vous avez des éléments pour m'expliquer comment est-ce que les Nuggets seront favoris dans cette série, j'ai envie de vous entendre. Voilà, c'était Oncle Phil Basket pour la fin de ce talk show. J'espère que vous avez apprécié. Restez connectés sur les ondes radio Hall of Fame Basket, les ondes radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.